mesdames, messieurs. Donc je vais essayer de vous apporter, la discussion qui vient de s'engager me donne l'occasion justement de dire, face aux problèmes qui se posent, changement climatique qui tombe sur l'agriculture, qui impacte l'agriculture, face aux problèmes des ressources en eau, qui va impacter l'agriculture, il ne suffit pas de constater qu'il y a des problèmes, il faut essayer de promouvoir des solutions. Donc ce que je vais essayer de vous donner quelques indications, je ne vais pas vous apporter des solutions toutes faites pour le Pays Basque, je ne connais pas suffisamment le Pays Basque et vos conditions, mais essayer de raisonner un petit peu vers quel système de culture on pourrait évoluer, faire évoluer l'agriculture pour s'adapter à des sécheresses qui vont devenir, qu'on le veuille ou non, de plus en plus récurrentes. On va essayer. Alors, les scénarios de changement climatique, vous l'avez, je le reprends, mais c'est juste pour faire la transition, prévoient une augmentation des températures, ce qui va faire une accélération des cycles de culture. Et en général, l'accélération des cycles de culture, c'est plutôt une baisse de productivité. Une légère augmentation des pluies hivernales sur l'ensemble de la France. On a vu tout à l'heure que pour le Pays Basque, ça ne sera même pas une augmentation des pluies hivernales, et une diminution importante des pluies estivales, donc des sécheresses accrues. Bon, voilà les scénarios, je passe vite parce que ça vous a déjà été dit. Donc, impact important, cet ensemble de phénomènes va avoir un impact important sur les systèmes de culture pratiqués. Alors, quel système de culture promouvoir face chaque fois, je prends le... Bon, pour vous donner une idée déjà du réchauffement climatique à travers les systèmes de culture. Ici, on a repris sur un certain nombre de données de l'INRA, sur des stations expérimentales de l'INRA. Donc vous avez l'Alsace, la Lorraine, le Pin, c'est la Normandie, et Ausville, c'est Toulouse. Voilà, quatre stations. L'évolution des dates des semis des maïs depuis les années 70. Vous voyez qu'on a gagné pratiquement un mois dans la date de semis du maïs, du fait de l'évolution des températures. Alors il y a également le progrès génétique qui a fait que les variétés sont plus tolérantes à des faibles températures, mais déjà vous voyez qu'on a déjà un impact visible de l'évolution du climat sur les pratiques agricoles. Alors, analyse historique des sécheresses récentes. Bon, la sécheresse, on a subi tous, dans toutes nos régions, un certain nombre de sécheresses. Alors, il y a deux sécheresses, il y a deux définitions de la sécheresse, ou deux points de vue de la sécheresse qu'il faut prendre en compte. Il y a la sécheresse hydrologique, qui affecte la reconstitution des réserves hydriques, des aquifères. Cette sécheresse hydrologique, elle est essentiellement due à un déficit de pluie hivernale, puisque ce sont les pluies d'hiver qui permettent la recharge des nappes et des aquifères. Et puis il y a la sécheresse agricole, subie par l'agriculture, ou la sécheresse édaphique, qui est la sécheresse du sol. Elle affecte directement l'alimentation en eau des cultures, et c'est celle que perçoit l'agriculteur, et elle est essentiellement liée au déficit de pluie estivale. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes sécheresses. Et vous avez ici un récapitulatif des sécheresses, soit qu'elles soient purement hydrologiques, donc on a eu en 92, je pense qu'il y en avait une également en 2005, mais elle a affecté également les sécheresses agricoles. Il y a un certain nombre de sécheresses agricoles qui ont affecté, depuis la fameuse sécheresse de 1976, un certain nombre de régions de la France. Et les prévisions vont faire que ces épisodes de sécheresse, qui soient hydrologiques ou agricoles, ou combinés, parfois les deux sont combinés, comme en 2005, on a eu une sécheresse hydrologique combinée avec une sécheresse agricole, eh bien, vous voyez que la fréquence ce qu'on peut prévoir, c'est que dans la
la décade qui vient, ou dans les 2 décades qui viennent, et bien, tout simplement, on va avoir un peu plus souvent, et même assez souvent, la récurrence de ce type de sécheresse. Donc ce que nous avons connu ces dernières années, ça va devenir à peu près habituel. Alors, on a parlé du maïs, et bien entendu, le maïs est au centre des débats, hein, puisque jusqu'à présent, la grande parade que l'agriculture a trouvée à la sécheresse, ça a été l'irrigation, et notamment l'irrigation du maïs. Il fait sec, on irrigue. Tant qu'on a des ressources en eau, je crois que c'est une pratique tout à fait légitime, mais qui n'est pas contestable. Hein. Le seul problème, c'est que tout le monde ne peut pas irriguer, il n'y a pas assez d'eau pour irriguer toute l'agriculture, et il faudra bien de toute façon s'adapter à la sécheresse. L'irrigation ne peut pas être la solution par elle-même. Alors voilà, grosso modo, la répartition des cultures irriguées. Le maïs représente 60% des surfaces irriguées en France. Quand on parle d'irrigation, c'est majoritairement le maïs. 60% des surfaces irriguées sont du maïs. Et 50% des surfaces cultivées à maïs sont irriguées. Vous voyez un enfant, j'ai vu chez vous, ce qu'on nous a donné, c'est 40%. Hein. Bon. Au niveau de la France entière, c'est 50% du maïs est conduit en irrigué. Donc vous voyez que le maïs est quand même en première ligne. Alors après, vous avez d'autres cultures, je ne détaille pas, hein, mais vous voyez que c'est essentiellement le maïs, grain des semences qui est irrigué, et à un degré moindre, le maïs fourrage, l'ensemble faisant 70%. Alors voilà, quelque chose qui peut recouper un petit peu ce qui vous a été dit, c'est, j'ai emprunté ça à l'agence de l'eau Adour-Garonne, hein, et c'est la fameuse sécheresse de 2003, qui était une sécheresse très sévère. Eh bien, quel impact ça a eu sur les volumes d'eau prélevés, et vous voyez que sur le bassin Adour-Garonne, vous voyez que des régions comme les régions qui vous intéressent, hein, notamment le Pays Basque, vous avez eu jusqu'à 120 à 140% d'augmentation de prélèvements liés à l'épisode sec que l'on a connu, qui a été qualifié d'exceptionnel, mais qui va devenir récurrent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle pression sur l'augmentation de la demande en eau pour l'agriculture qu'on ne pourra plus considérer que c'est durable. Alors, quelles sont, face à ce problème, quelles sont les marges de manœuvre de l'agriculteur face à la sécheresse? Alors, l'agriculteur, il a 4 manières de s'adapter à la sécheresse. Premièrement, c'est d'esquiver la sécheresse. C'est-à-dire de faire en sorte que la sécheresse n'interfère pas avec son cycle de culture. Donc c'est le choix des espèces cultivées, les dates de semis et la précocité variétale. Faire en sorte que le cycle de la culture se positionne en dehors des périodes sèches. Alors c'est le cas lorsqu'on va choisir des systèmes de culture à base de cultures d'hiver, comme céréales ou colza, où la sécheresse n'intervient que marginalement à la fin de la culture, et bon, peut affecter les rendements, mais pas dans des proportions qui soient catastrophiques. Aujourd'hui, les céréales, dans les grandes années sèches, ou le colza, subissent 10 à 15% de rendement en moins s'il fait un peu trop sec au mois de juin. Ça ne remet pas en cause l'intérêt de ces cultures, et donc on positionne, c'est la première manière d'agir, c'est-à-dire, il fait sec, je choisis des systèmes de culture qui esquivent la sécheresse. Deuxièmement, c'est d'éviter la sécheresse, c'est-à-dire d'éviter autant que possible l'impact de la sécheresse sur son système de culture. Alors pour ça, on va jouer sur les densités de peuplement. On va semer un peu plus clair, hein, si on craint que la culture subisse la sécheresse.
on va éviter d'avoir des fertilisations azotées trop élevées, et on va choisir une espèce qui est tolérante à la sécheresse, ou une variété, s'il en existe, qui soit tolérante à la sécheresse. Enfin, là c'est déjà un petit peu la même chose, la tolérance à la sécheresse. La tolérance à la sécheresse, c'est dire, bon ben, j'ai de la sécheresse, mais je vais quand même mettre en place une culture dont je sais qu'elle peut supporter un certain niveau de sécheresse et me donner un produit, une production, j'allais dire rentable, je dirais suffisamment intéressante. Donc là, c'est le choix de variétés et le choix d'espèces tolérantes. On en parlera tout à l'heure, je vous donnerai des exemples de, justement de capacité à choisir des espèces et des variétés tolérantes. Et enfin, je peux réduire l'intensité de la sécheresse. Alors soit je la réduis totalement et je fais de l'irrigation totale, et là, à la limite, c'est ce qu'on fait en Arabie Saoudite ou en Libye, où on irrigue le désert, c'est sec, mais on s'en fiche, on a de l'eau, on a assez d'eau, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit d'avoir du soleil et des engrais. Je ne parle pas de cette solution, je parle d'une irrigation de complément, c'est-à-dire que je peux être amené à apporter un petit peu d'eau sur ma culture pour réduire certaines intensités de sécheresse qui seraient insupportables. Alors, les systèmes de culture sans irrigation. Donc, je n'ai pas d'irrigation, c'est la majeure partie des cas, et je subis la sécheresse. Comment je réduis la sensibilité à la sécheresse? Donc, lorsque j'ai des sols superficiels, donc ça veut dire que si j'ai des sols superficiels, à même sécheresse climatique, j'aurai une sécheresse édaphique, agricole, plus importante, puisque j'ai peu de réserves d'eau dans mes sols. La seule solution, c'est de miser sur des cultures d'hiver. Des cultures semées au printemps, orge, blé, colza. Sur des sols plus profonds, où j'ai des capacités de rétention d'eau plus importantes, je vais pouvoir, bien entendu, garder des cultures d'hiver, mais introduire dans ma rotation des cultures d'été qui sont tolérantes à la sécheresse. Parce qu'à ce moment-là, comme j'ai des sols profonds, j'aurai des intensités de sécheresse relativement modérées, et je peux avoir des cultures qui soient tolérantes à un niveau de sécheresse modérée. C'est par les mécanismes de tolérance et d'évitement, en choisissant les précocités adaptées et les densités de semis adaptées. Enfin, partout, que les sols soient superficiels ou les sols plus profonds, il faut adapter la conduite de la culture à la sécheresse. Je vous ai parlé des densités de semis. Il faut en général, densité de plantation, qu'il faut en général réduire un petit peu. Être relativement modéré sur l'azote. L'inconvénient de l'azote, c'est que ça développe très rapidement les surfaces foliaires. Or, la consommation d'eau d'une culture est directement proportionnelle aux surfaces foliaires. Donc, vous allez consommer beaucoup plus d'eau. Et vous aurez beaucoup moins d'eau à la fin du cycle de la culture, là où se fait l'élaboration du nombre de grains. Donc, on a intérêt à priver un petit peu la plante de développement foliaire, de manière à garder de l'eau dans le sol pour le développement des grains, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, dans les systèmes de culture irriguée, bon, j'ai de l'irrigation, mais je fais face à une pénurie de ressources. Donc il faut que j'utilise mon eau de manière beaucoup plus efficace. Je ne peux pas mettre de l'eau comme ça, il faut que je rationne mon eau. Comment faire face à une ressource en eau moins? 4 scénarios possibles.
Premièrement, mieux utiliser l'eau à assolement constant. Pour un assolement déterminé, par exemple, monoculture de maïs, par exemple, ou un assolement déterminé, j'ai un assolement, je ne change rien dans mon assolement, mais je vais essayer d'économiser l'eau. Bon, ben je peux jouer sur les conditions d'aspersion, le choix des matériels et le réglage, tout ça c'est la technique d'irrigation. Alors juste un mot sur quelque chose qui vous est peut-être apparu. Il y a des tas de gens qui vous disent ah, il ne faut pas irriguer en plein midi, on gaspille de l'eau. C'est totalement faux. L'irrigation, qu'elle se fasse la nuit ou en plein midi, c'est la même chose. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous envoyez des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, et de l'eau à 10 degrés que vous pompez dans une nappe, du fait de la température du point de rosée de l'air, vous avez de la condensation autour de cette gouttelette d'eau et vous n'avez pas d'évaporation. Il n'y a pas de perte d'eau par évaporation. Ce qui peut se passer dans les conditions d'irrigation, c'est qu'il ne faut pas irriguer par très grand vent, pour ne pas irriguer le champ du voisin au lieu du vôtre. Ça, c'est important. Mais les histoires qui sont les arrêtés préfectoraux qui disent qu'il ne faut pas irriguer en pleine journée, ça ne veut rien dire du point de vue physique. Le choix des matériels, réglage, par contre, c'est capital. Ça, c'est capital. Les arroseurs mal réglés, ça se voit partout. Utiliser des outils de pilotage basés sur des avertissements en irrigation, sur des règles d'irrigation, sur des indicateurs de l'état hydrique du sol. Il y a maintenant, par les instituts techniques, par un certain nombre d'outils, sont des sources d'économie d'eau, d'irrigation rationnelle. Suivi des Donc on peut, grosso modo, c'est une estimation que je vous donne, grosso modo, les économies d'eau qu'on va faire en irriguant mieux, je dirais, en étant plus technique sur son matériel d'irrigation, c'est au bas mot, on va économiser 5 à 10% d'eau, guère plus. C'est pas là où on va économiser, mais c'est quand même pas négligeable. Deuxième source d'économie d'eau, c'est de réduire le besoin en eau d'irrigation. C'est-à-dire que je vais garder le même assolement, mais je vais avoir un objectif de rendement plus faible. J'ai moins d'eau, j'ai des interdictions, j'ai une gestion volumétrique à respecter, je ne peux pas dépasser un certain quota d'irrigation, eh bien je vais me contenter et je vais, au lieu de faire mes 120 quintaux de maïs, eh ben, je vais dire, je vais viser 100 quintaux. Et je vais restreindre l'irrigation du maïs. À ce moment-là, j'aurais peut-être intérêt à utiliser des variétés de maïs plus précoces, quitte à perdre un petit peu en potentiel de rendement, mais je m'adapte à ce moment-là au volume d'eau qui m'est imparti. Et je peux utiliser les deux à la fois, avec des calendriers d'irrigation restrictifs, où je vais rationner un petit peu ma culture de maïs, hein, pour économiser de l'eau. Et on pense que là, on peut valablement et économiquement économiser à peu près 15 à 20% d'eau d'irrigation. Il est possible, alors ce sont des indications, je ne dis pas que je vous le garantis, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Troisième possibilité, je veux dire, j'ai vraiment des restrictions d'eau importantes et à ce moment-là, je dois changer mon assolement. Je ne peux plus raisonner à assolement constant. Je ne peux plus faire de l'irrigation de maïs monoculture, parce que j'ai des restrictions d'eau trop importantes. À ce moment-là, je vais pouvoir introduire à la place du maïs des cultures d'été adaptées à la sécheresse, qui vont consommer beaucoup moins d'eau. Soit qui vont plus du tout avoir besoin d'irrigation, comme le tournesol, soit qui peuvent ne plus avoir besoin d'irrigation, comme le sorgho, ou qui peuvent valoriser encore un tour d'eau de 50 mm ou de 30 mm, hein, mais vraiment restreint. À ce moment-là, vous pouvez avoir des économies d'eau qui peuvent aller de 50 à 60%.
Et nous allons voir après des exemples, et qui dégagent encore des marges brutes économiques très confortables. Et enfin, s'il y a vraiment des restrictions drastiques, eh bien on revient au problème de tout à l'heure, ce sont des cultures d'hiver ou de printemps, des pois de printemps, valorisant bien des apports d'eau faibles ou décalés. Dans vos conditions, je ne pense pas que ça soit forcément très intéressant, mais là d'où je viens, en Poitou-Charentes, eh bien, très souvent, un apport d'eau de 50 mm fin mai permet de faire 10 quintaux de blé supplémentaires, juste un apport d'eau, les années à printemps sec. Et donc, à un moment, vous utilisez de l'eau, à un moment où vous n'avez pas de problème d'étiage, donc c'est de l'eau qui, de toute façon, est facilement accessible, hein, et il vaut mieux utiliser le peu d'eau auquel vous avez droit, ou auquel vous avez accès, à une période qui ne pose aucun problème de compétition avec d'autres usages. Alors voilà des résultats de l'INRA de Toulouse qui vous montrent que la variabilité des besoins en eau d'irrigation pour 7 cultures différentes. Alors c'est des besoins en eau d'irrigation, ça ne veut pas dire qu'il faudrait irriguer toutes ces cultures. C'est dire, si on veut les irriguer, voilà les quantités d'eau qu'il faut apporter pour avoir le rendement maximum. Dans le climat de Toulouse, donc il faut tempérer un petit peu par rapport à vos conditions. Hein. C'est le climat de demain ici. Le climat de demain. Oui, voilà. J'écoutais tout à l'heure que vous avez eu un réchauffement climatique de 1 degré. Il faut savoir qu'une moyenne de 1 degré annuel, vous passez du climat de Paris au climat d'Avignon. Un réchauffement de 1 degré en moyenne annuelle, c'est ce que vous avez entre Paris et Avignon. Donc demain, il fera le climat d'Avignon en Paris. Bon, peut-être pas parce que tout ne sera pas égal, mais globalement, ça vous donne une idée du changement. Vous n'avez pas la même végétation en Provence et à Paris. Vous voyez, c'est pas grand-chose. 1 degré, ça ne vous paraît pas grand-chose. En termes de climat et d'agriculture, c'est fondamental. Donc vous voyez, le maïs, il se balade entre 150 et 250 mm d'eau nécessaires pour l'irrigation du maïs. Vous voyez qu'un sorgho, il se balade entre 50 et 150. Il a besoin de 100 mm d'eau en moins. Vous voyez l'économie d'eau que vous faites en réalisant... On verra tout à l'heure qu'on ne fait pas tout à fait le même rendement, d'accord, mais attendez, quand je n'ai pas d'eau sur le maïs, je ne ferai pas les mêmes rendements que quand je l'irrigue. Excusez-moi, 100 mm d'eau, c'est 1000 m3. On va voir sur le mètre cube, c'est 1000 litres. Donc c'est 1 million de litres. Vous voyez que le soja, il est aussi gourmand que le maïs. Le tournesol, quand on l'irrigue, c'est à peu près comme le sorgho, mais il peut se passer d'irrigation dans un certain nombre de conditions. Et vous voyez les quantités d'eau qu'on a même sur les cultures d'hiver. On n'a pas mis le colza parce que le colza, s'irrigue jamais, c'est vraiment très rare. Il a un enracinement très profond et vraiment il est très très rarement affecté par la sécheresse. Mais vous voyez, le pois d'hiver, le pois de printemps et le blé, on peut mettre le blé dur ici, un petit peu d'irrigation pour gagner un petit peu de rendement. Bon, vous voyez que selon le choix des cultures que vous choisissez, vous n'avez pas du tout les mêmes exigences en volume d'eau d'irrigation, hein, et donc il est important de diversifier vos systèmes. Alors une des conclusions d'une étude d'Arvalis en Aquitaine est que le maïs, il ne faut le mettre que là, le cultiver et l'irriguer là où ses potentialités sont maximales. C'est une plante qui se justifie, et j'ai absolument rien contre le maïs, il n'y a pas des pour et des contre le maïs, il y a le maïs là où il doit y avoir du maïs. Et là où il doit y avoir du maïs, c'est où vous avez des rendements en maïs irrigué supérieurs à 12 tonnes par hectare. En quinto. En quinto. 120 tonnes. Ça vaut le coup d'irriguer, parce que là, vous avez
Si vous n'arrivez pas à un potentiel de rendement de 120 quintaux-hectares, il faut peut-être se demander, et en tout cas, lorsque vous n'arrivez pas à 100 quintaux-hectares, il vaut mieux aller vers des systèmes avec des céréales, du tournesol ou des sorgho non irrigués. Bon, ça c'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, c'est un peu une répétition, mais c'est la même chose avec les... pour vous indiquer que les réserves hydriques du sol sont importantes. Hein. Il faut toujours tenir en compte l'effet de vos sols dans les besoins en eau d'irrigation. Mais c'est la même chose que j'ai présenté tout à l'heure. Alors l'efficience de l'eau, c'est quelque chose de très important, l'efficience de l'eau. C'est un mot qui fait bien savant, mais c'est très simple. C'est la quantité de produits que vous avez par quantité d'eau que vous avez dépensée. Vous voyez que le maïs et le sorgho, ils ont l'efficience de l'eau maximum. Le sorgho légèrement supérieur au maïs. C'est le rapport entre votre rendement et ce que vous avez dépensé en eau. Donc c'est la manière la plus judicieuse de juger de l'intérêt de l'irrigation. Parce que c'est le rapport, hein, c'est l'efficacité de l'irrigation. Vous voyez que les céréales, le colza, tournesol a une très mauvaise efficience de l'eau. C'est pas une culture sur laquelle il faut dépenser beaucoup d'eau, d'autant plus qu'elle est adaptée à la sécheresse. Ça tombe bien. Ça tombe bien, le soja, il n'en a pas besoin. Alors vous avez quand même deux choses à voir. Le maïs a une très bonne efficience de l'eau, donc je dirais, là où on doit irriguer quelque chose, c'est plutôt le maïs qu'il faut irriguer. Le sorgho aussi, remarquez, il a la même efficience. Le problème, c'est que l'efficience, c'est pas suffisant. Parce que le maïs, d'accord, il est très efficient, mais il demande beaucoup d'eau. Alors, il faut l'avoir, l'eau. D'accord? Et il demande de l'eau à une période où il n'y a pas d'eau. Alors que le blé, il est moins efficient, vous voyez, il fait une efficience de 20 kg de matière sèche par millimètre d'eau, par rapport à 30-35. Donc ça devrait être presque interdit d'irriguer du blé. Mais le problème, c'est d'abord, il demande beaucoup moins d'eau, des quantités moindres, et d'autre part, cette eau, elle est disponible au moment où on peut irriguer le blé, puisque le blé, il a besoin d'être irrigué en fin de cycle, vers le mois de mai, fin mai. Il y a encore de l'eau dans les rivières, c'est pas trop grave si on prélève un peu d'eau dans les rivières à cette époque-là. Donc vous voyez que la notion d'efficience de l'eau, qui est une notion biologique, doit être également examinée à la lumière d'une notion, je dirais, de disponibilité de la ressource, qui est une notion, elle, hydrologique. Alors voilà l'efficience de l'eau en fonction des cultures. Alors, ce graphique vous paraît bien compliqué, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Ici, vous avez le rendement maximum de la culture irriguée, non, le rendement de la culture non irriguée, en sec, sur le rendement de la culture irriguée. Donc le maximum c'est 1 s'il n'y a pas de sécheresse. C'est 1. Le rendement sera égal, c'est-à-dire que l'irrigation n'a aucun effet. Et ici, vous avez la consommation d'eau de la culture non irriguée sur la consommation d'eau de la culture irriguée. C'est pareil, s'il n'y a pas de sécheresse, c'est 1. En absence de sécheresse, tout le monde est à 1. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique? Au fur et à mesure que la sécheresse s'accentue, je me déplace d'une culture qui a totalement satisfait sa consommation d'eau vers une culture qui n'a satisfait par exemple que 60% de sa consommation d'eau. Vous voyez que le tournesol
le blé et le sorgho sont là. Vous voyez que le maïs est là. C'est-à-dire que la production du maïs s'écroule lorsque la sécheresse s'intensifie. C'est-à-dire que c'est une plante très peu adaptée à la sécheresse. Et non seulement sa production s'écroule, mais c'est surtout sa production en grains. C'est-à-dire qu'elle a une extrême sensibilité à la sécheresse. Donc vous voyez que lorsque vous êtes dans des niveaux de sécheresse qui augmentent, vous avez beaucoup plus intérêt à cultiver du tournesol ou du sorgho que de cultiver du maïs. Donc le maïs doit être cultivé soit en irrigué, soit dans des situations où il y a suffisamment d'eau par les pluies, où il y a des réserves hydriques dans les sols suffisantes. Sinon, son rendement chute très vite. Alors voici un exemple. Culture non irriguée, culture avec une irrigation limitée, c'est-à-dire qu'on n'a mis qu'un petit peu d'eau. Irrigation maximum. Regardez la comparaison entre sorgho et maïs. Hein, vous voyez que en irrigation non limitante, par rapport à 100, le maïs faisait, ça doit être des 100 quintaux hectares dans cette condition-là. Le sorgho, il en faisait 90. Bon. Mais vous voyez que en sec, c'est le contraire. Le sorgho, il fait encore 70, alors que le maïs, il fait à peine 60. Donc vous voyez, ça s'inverse. Vous voyez que la chute du sorgho en sec, elle n'est que de 34%. La chute du maïs en irrigué, elle est énorme. Donc dès qu'il fait sec, il vaut mieux remplacer le maïs par du sorgho. Voilà un autre exemple. Sur 20 ans, bon, malheureusement, je n'ai pas obtenu les années après, mais je pensais que c'est pareil. Eh bien, vous avez le rendement en sec sur rendement en irrigué. Lorsque c'est 1, ça veut dire que l'absence d'irrigation n'a pas provoqué de baisse de rendement. Vous voyez que le maïs, il y a une seule année où les rendements en sec étaient équivalents aux rendements en irrigué. Toutes les autres années, vous voyez, en moyenne, il se balade à, vous voyez, certaines années, où est-ce qu'il est? Regardez le nombre de fois où le sorgho n'a pas eu besoin d'irrigation. Bon, si on admet que ça, c'est presque 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois plus que le maïs. Vous voyez que si je cultive le sorgho en sec, eh bien, je peux me passer d'irrigation assez souvent. Et puis quand il est affecté, ben, il est affecté à 80%. Et le tournesol, vous voyez que c'est à peu près pareil. Alors voilà les volumes d'eau et les rendements du maïs et du sorgho. C'est une étude d'Ardalis sur 3 ans. Les volumes d'eau d'irrigation, vous voyez que le sorgho utilise, là, dans ces cas-là, parce que c'est des volumes importants, 140 à 160 mm d'eau de moins que le maïs. Vous voyez, 180 mm d'eau de moins que le maïs, ce qui est considérable. Et vous voyez que les rendements, le sorgho, alors là c'est en irrigué, bien entendu. En irrigué, le sorgho est moins productif. Le sorgho vous assure quand même 90 quintaux de grains de sorgho, c'est pas négligeable. Le maïs vous en fait 114, d'accord, mais vous avez dépensé 160 mm d'eau en plus. Alors, en conditions non irriguées,
malheureusement, Arbalis n'avait pas fait le maïs non irrigué. Bon, je n'ai pas pu avoir les données, mais on peut penser que le maïs non irrigué, ça aurait été catastrophique. Le sorgho, il fait quand même, en sec, il fait quand même 65 quintaux, sans une goutte d'eau. Le tournesol fait 27 quintaux. Alors bien sûr, tout ça c'est bien, mais il faut dire qu'est-ce qui reste derrière comme marge brute. Ben voilà les marges brutes comparées du tournesol et du sorgho en sec. Vous voyez que, alors ça c'est dans une étude sur tout le sud-ouest, sur 25 ou 30 exploitations, Vallée du Rhône, Poitou-Charentes. C'est un large spectre. Vous voyez, la marge brute, elle se balade entre 200 € l'hectare jusqu'à parfois 700. Alors, bien entendu, ça dépend du rendement, ça dépend de... Bon. Mais ça vous donne la gamme de marge brute, entre 200 et 700 €. Et là, à peu près analogue entre le maïs, entre le sorgho et le tournesol, vous voyez. Seulement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque les marges brutes sont les plus faibles, c'est-à-dire que vous avez les rendements les plus faibles, donc les conditions sèches les plus faibles, parce que qu'est-ce qui fait varier le rendement en non irrigué? C'est l'intensité de la sécheresse. Ben, vous voyez quand même que le sorgho, il a tendance à être au-dessus de la courbe, là. Il donne des marges brutes légèrement plus élevées, hein, il permet des marges brutes comprises entre 300 et 400, alors que le tournesol, c'est plutôt entre 200 et 300. Alors bien entendu, tout ça est calculé selon les normes de la PAC actuelle. Hein, ça pourrait changer. Alors, le sorgho et le tournesol apparaissent comme deux cultures adaptées aux situations de restriction en eau. Dès que vous avez de la sécheresse, il faut penser à ces cultures-là. Besoin en eau plus restreint que le maïs. On a vu que leur efficience en eau augmente avec le niveau de sécheresse. C'est-à-dire, moins vous mettez d'eau, plus l'eau est efficace, alors que pour le maïs, moins vous mettez d'eau, moins l'eau est efficace. C'est à la limite idiot, enfin, excusez-moi de dire ça, mais c'est contre-productif de vouloir irriguer un maïs sans lui mettre la quantité d'eau maximum. Parce que l'efficience de l'eau va diminuer. Alors que avec le sorgho et le tournesol, au contraire, l'efficience de l'eau augmente. Les niveaux d'intrants sur ces deux cultures, tournesol et sorgho, sont relativement faibles, ce qui fait qu'il y a des coûts de production qui sont bien inférieurs au maïs, et on dégage des marges brutes qui restent quand même satisfaisantes. Elles ne sont certainement pas égales au maïs irrigué plein pot, mais si on n'a plus d'eau, on ne pourra pas avoir du maïs irrigué plein pot. Il faut bien des solutions pour ceux qui n'ont pas assez d'eau. Alors, d'autant plus que le sorgho peut être substitué au maïs tant pour la production de grains que pour la production d'ensilage. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu de culture de sorgho, voilà comment le maïs vous connaissez, voilà comment se comporte le sorgho. Alors vous pouvez avoir soit des panicules vertes, soit des panicules plus foncées, plus brunes, il y a différentes variétés. Alors voilà un réseau d'essais qui a été fait de comparaison maïs et sorgho en Aquitaine. Alors ça a dû comprendre quelques expérimentations ici, sans doute, quelques fermes, dans des fermes, par l'Institut d'élevage. Donc il y avait 27 situations qui ont été classées en conditions dites sèches, 28 situations en conditions dites moyennes, et 8 situations en conditions favorables. Et on va voir ici, là c'est un essai que j'ai conduit moi-même en 91, qui a été publié en 96. Vous voyez un maïs et un sorgho, en irrigué et en sec. C'était une année 91, très sèche, très très sèche,
Vous voyez que le maïs en irrigué produit 24 tonnes de matière sèche, c'est à peu près ce qu'on fait habituellement. Le sorgho ne produit que 18 tonnes. Donc si j'ai de l'irrigation, j'ai tout intérêt à faire du maïs irrigué. Il faudrait être masochiste pour faire du sorgho. Mais si je n'ai pas d'irrigation, vous voyez que le maïs, il chute à 9 tonnes de matière sèche, alors que le sorgho se maintient à 13 tonnes de matière sèche. Consommation en eau, vous voyez là, en sec, il consomme à peu près la même quantité d'eau. Bien sûr, en irrigué, le maïs en consomme plus. Vous voyez l'efficience de l'eau. Bon, ça, je passe, c'est pas très important. Je vais plutôt vous montrer la suite. Les prélèvements d'azote. Là, c'est en irrigué. J'aurais pu vous le montrer en sec aussi. Vous voyez que on avait 2 doses d'azote. Une dose de 30 kg d'azote. C'est rien, autant dire on n'a rien mis. C'était juste pour mettre un peu quelque chose. Et une dose de 200 kg d'azote, qui est la dose recommandée pour le maïs. Vous voyez que à 30 kg d'azote, avec 30 kg d'azote, je produis 18 tonnes de matière sèche pour le maïs et pour le sorgho. Mais vous voyez que le sorgho, il a prélevé 240 kg d'azote, alors que le maïs n'en a prélevé que 160. Vous voyez que à 200 kg d'azote, le maïs et le sorgho, ils prélèvent la même quantité d'azote. C'est-à-dire que le sorgho, il avait un indice de nutrition azotée. Donc ça, c'est, je vous passe sur les calculs, c'est une méthode que l'on a inventée pour estimer la satisfaction des besoins en azote de la culture. Lorsque l'indice est de 1, c'est-à-dire qu'on a satisfait les besoins de la culture. Vous voyez que le maïs, avec 30 kg d'azote, il n'avait satisfait que 70% de ses besoins en azote, il était en carence en azote. Alors que le sorgho, avec 30 kg d'azote, il était déjà en alimentation excédentaire. C'est-à-dire, j'aurais pu lui mettre 0. Dans ce sol-là, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faut mettre 0 partout. Mais dans ce sol-là, cette année-là, j'aurais pu lui mettre 0 et il aurait produit la même chose. Donc, le sorgho, vous voyez qu'il est capable d'extraire de l'azote du sol d'une manière beaucoup plus efficace que le maïs, ce qui lui donne un avantage d'abord. Vous avez moins d'azote à dépenser au niveau du coût, et d'autre part sur les problèmes de pollution nitrique. D'autant plus que lorsque vous le récoltez en ensilage, ici vous avez du maïs, ici vous avez du sorgho. Quelques semaines après l'ensilage, vous voyez que le sorgho il repousse en vert, parce qu'il a toujours des tales à la base. C'est-à-dire que vous avez gratis une culture piège à nitrate en plus derrière votre culture. Le peu de nitrate qu'il peut y avoir encore derrière le sorgho va être prélevé par les repousses en verre que vous pourrez réenfouir pendant l'hiver et ainsi éviter le peu de lessivage qu'il y aurait eu derrière sorgho. Alors, vous allez me dire, bon, très bien, vous nous dites de faire du sorgho pour l'ensilage, et nos vaches, qu'est-ce qu'elles vont dire? Bon, ben, on a essayé, on a fait de l'ensilage pour les vaches, pour le troupeau de vaches laitières à Lusignan, et voilà les résultats, donc voilà les résultats, puis irrigation, maïs irrigué, sorgho en sec, on a comparé maïs irrigué, sorgho en sec, 20 tonnes de matière sèche, 14 tonnes, composition en matière azotée totale, davantage d'azote sur le sorgho. NDF, c'est les fibres, à peu près le même taux de fibres. L'amidon, à peu près pareil. Quantité ingérée par les vaches, 17 kg d'ingéré par le maïs, 20 kg d'ingéré par le sorgho. Les vaches ingèrent plus de sorgho, parce qu'il est un peu plus riche en grains. Kilo de lait produit, 30 kg dans les deux cas. Un petit effet sur le coût du tireux, sur le sorgho,
pratiquement pas d'effet sur le taux protéique, et un petit peu de gain de poids vif, enfin c'est négligeable pour les vaches. C'est-à-dire que ceci est confirmé par d'autres essais. Il y a eu d'autres essais, vous voyez à chaque fois, quantité de lait produite, quantité ingérée, quantité de lait produite, quantité ingérée, quantité de lait produite, rigoureusement les mêmes, c'est-à-dire je peux remplacer qualitativement pour la production laitière, et donc pour l'engraissement ça doit être la même chose, l'ensilage de maïs par de l'ensilage de sorgho. Alors bien entendu, tout ça nous pose des questions. On a fait des essais avec une ou deux variétés, c'est-à-dire quelle variété de sorgho. Il y a une très grande gamme de variétés de sorgho, il y a des sorghos nains, demi-nains, ou des sorghos... voilà, il faut choisir là-dedans, il faut regarder, on peut sans doute améliorer encore la performance du sorgho en allant chercher la variabilité génétique. Ce sont des essais qui sont en cours à l'Usinant, avec l'aide de ProSorgho. Alors, quelques éléments économiques quand même pour vous dire que tout ça, ça doit se traduire par des éléments économiques. Ici, vous avez différents types de monoculture. Monoculture de maïs, grand A, ça veut dire irrigué au maximum. Monoculture de maïs B, ça veut dire irrigation un peu limitée, je restreins un petit peu l'irrigation du maïs. Une rotation maïs, soja, tournesol, blé-dur. Une rotation sorgho, tournesol, blé-dur, colza. Et une rotation purement en rouge, vous avez les cultures d'été. En bleu, vous avez les cultures d'hiver. Et une rotation blé-dur, colza, blé-dur, pois d'hiver. C'est les résultats obtenus à Toulouse. Comparaison de 4 systèmes de culture. Sur l'ensemble, on a fait tourner un modèle économique sur l'ensemble des années 84-2004, sur un sol de réserve utile de 180 millimètres, avec un coût de l'eau de 75 € par millimètre, plus le coût de l'enrouleur, plus le coût du séchage maïs. Bon, ben, vous voyez que là, le maïs irrigué plein pot, on assure 95% de sa consommation d'eau, maximum. Bon, on a irrigué. Là, on assure que les 14%. Et là, vous voyez qu'on assure qu'une partie de la consommation d'eau maximum de la culture. Vous voyez l'irrigation, les quantités d'eau d'irrigation qui décroissent. Vous voyez, ça c'est le drainage, peu importe. Et les marges directes qui finalement ne sont pas forcément maximum sur la monoculture de maïs. Alors, c'est une étude. Ça donne une indication, ça ne veut pas dire que je vous garantis que si vous faites, vous allez avoir tant de marge. Vous savez que les marges, ça dépend quand même pas mal de... Alors, en conclusion, premièrement, les sécheresses exceptionnelles d'aujourd'hui vont devenir récurrentes demain et vont devenir normales. Deuxièmement, la sécheresse édaphique affecte les cultures non irriguées et la sécheresse hydrologique affecte les ressources en eau disponibles pour l'irrigation. C'est-à-dire, si j'ai une mauvaise reconstitution des nappes pendant l'hiver, j'aurai des insectes sur les rivières en été et les systèmes irrigués ne pourront plus avoir d'eau. Il y aura des interdictions d'irrigation sur ces cultures. Le maïs a une très bonne efficience de l'eau, et ça c'est sans conteste, il n'y a aucun problème, et il faut continuer à faire ces cultures et à l'encourager. Mais sa demande en eau est importante et elle coïncide avec les périodes de forte tension sur les aquifères. Donc quand il y a des périodes, quand il y a des tensions sur les aquifères, on est en droit de se poser le problème de doit-on continuer à irriguer du maïs? Ou peut-on continuer? Même pas doit-on, peut-on? De plus, l'efficience de l'eau du maïs diminue fortement lorsqu'il n'est pas irrigué à l'optimum.
Donc dans ces conditions-là, lorsque je ne peux pas l'irriguer à l'optimum, il est préférable d'aller voir une autre culture. Le sorgho, qui est plus exigeant en température, a un potentiel de production moindre, mais comme on nous annonce que les températures vont augmenter, il y a de l'espoir de voir le potentiel du sorgho augmenter. Ça va venir aussi, ça. Mais son efficience de l'eau, lui, augmente avec le niveau de restriction de l'eau. C'est-à-dire que moins je mets d'eau, plus l'eau que je mets est efficace. Donc quand j'en ai pas beaucoup, j'ai intérêt à le mettre sur le sorgho. Le sorgho peut se substituer au maïs dès que la contrainte hydrique devient importante. Il peut très bien valoriser des irrigations, même très limitées. Le sorgho en silage est aussi bien valorisé que le maïs par les vaches laitières. Il peut donc fournir de bons stocks fourragers en conditions sèches. Le sorgho prélève de grandes quantités d'azote dans le sol, il laisse donc peu de reliquats et réduit les risques de pollution nitrique. Le tournesol est bien adapté aux conditions de sécheresse, mais son efficience de l'eau est faible. Il vaut mieux ne pas l'irriguer. Tournesol et sorgho en culture sèche dégagent des marges brutes sensiblement équivalentes, entre 300 à 600 euros par hectare. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que la valorisation énergétique du tournesol peut être un élément qui tire les prix et donc les marges vers le haut. Merci beaucoup de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. On voit nos amis espagnols, ça y est déjà, ils y sont faits, et que vu la rotation ici au sud, ça pourrait être une plante intéressante. Oui, alors tout à fait. J'ai omis, et j'en avais parlé à M. Zaret. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur la luzerne, donc c'est un peu, même un peu rigolo que j'ai oublié cette plante-là, puisque c'était presque la moitié de ma carrière sur la luzerne. Et je suis un très grand défenseur de la luzerne. Seulement, je n'avais pas bien perçu si la luzerne pouvait rentrer dans votre système. Alors, si effectivement, comme ça m'a été confirmé, la luzerne peut rentrer dans votre système, moi je vous encourage à remettre la luzerne. La luzerne est une plante qui a été trop oubliée. La luzerne date des Romains, c'était importé par les Romains. Les Romains utilisaient la luzerne pour élever leurs chevaux et compagnie. Donc la luzerne, ce n'est pas une nouveauté. Seulement, on l'a un petit peu mise aux oubliettes dans beaucoup de régions, et notamment dans la région où je travaille, en Poitou-Charentes. Et je suis en train justement de militer pour le renouveau de la luzerne. Donc si la luzerne peut être adaptée dans vos sols, il faut absolument remettre de la luzerne. Et alors, d'autant plus, je vais vous dire une chose, c'est que la luzerne, elle peut être mise, bien entendu, directement dans les fermes d'élevage, pour l'utilisation pour l'élevage. Mais on peut imaginer, et c'est ce que je suis en train de faire en Poitou-Charentes, de remettre de la luzerne dans les zones de plaine, dans les zones céréalières, pour peu qu'on ait un marché de luzerne ou des échanges entre les céréaliers et les éleveurs, qui puissent, le foin de luzerne se transporte à 20 ou 30 km, c'est pas. Hein, on voit bien des camions de paille qui traversent la France, hein, et bon, on voit bien d'autres choses. Donc on peut très bien trouver des complémentarités entre système céréalier et système d'élevage, dans lequel les céréaliers introduiraient, au grand bénéfice de leur rotation, de la luzerne dans leur rotation céréalière, et échangeraient, moyennant des contrats ou des accords, ou des ventes, ou un commerce, du foin de luzerne dans les exploitations d'élevage qui n'auraient peut-être pas la surface nécessaire pour faire eux-mêmes la luzerne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un... Moi, j'ai pas introduit ça dans mon exposé parce que je pensais qu'on était vraiment centré sur le problème maïs, mais je suis tout à fait d'accord avec vous.
la luzerne, et d'autant plus que la luzerne au niveau alimentaire peut être un excellent complément du maïs en silage ou du sorgho en silage, apportant des fibres, apportant des protéines, hein, et moi je dirais de l'élevage laitier ou de l'élevage même de l'engraissement, pas surtout pour l'élevage laitier, mais de l'engraissement de taurillon, avec une ration 2 tiers d'ensilage, 1 tiers de luzerne, on fait des merveilles. Voilà. Votre expérience, parce que la Grigorienne fait de la luzerne, et s'il faut nous en dire bon. Parce que donc, ça fait 2 ans maintenant que nous faisons de la luzerne. Oui. Et que j'étais arraché les pieds, donc c'était maïs sur maïs, maïs. Et que donc, vu les sécheresses, ça oui. Tout ça, et on est bien, on est à 5 kg tout là. Oui, bah, vous avez, enfin je connais pas, enfin je vois à peu près le climat du Pays Basque. Si vous avez des sols un peu profonds, vous devez assurer 15 tonnes de matière sèche facilement avec votre luzerne. Et puis le fait qu'on était habitué, c'est à faire du maïs, des choses du récrat. D'accord, oui. Donc on se trouvait à faire du récrat, on perdait du temps, et on se trouvait dans une période sèche. Voilà. Alors que la luzerne, Et puis déjà au niveau travail, ça vous simplifie quand même le travail, au niveau de votre exploitation. Moi, tout à fait, là, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir introduit au moins une diapo sur la luzerne, mais je pensais qu'on était focalisé sur le problème de l'irrigation et du maïs, alors j'ai pas... Mais tout à fait d'accord, tout à fait. Ici, on est en Pays Basque sur le maïs, c'est important. Je crois qu'il y a 80% de la SAU qui quand même rejette. Oui. Et surtout pendant le coteau où les cultures et la topographie ne sont pas possibles. Et ce qu'on remarque au niveau de l'univers, alors là c'est à l'univers du nord-est, il y a très peu, à notre connaissance en tous les cas, d'essais sur les variétés fourragères. Leurs adaptations suivant le type de sol, suivant si on séchant ou pas. Alors, est-ce qu'il y a justement des unités d'univers qui travaillent plus, qui sont plus spécialisées? Comment est-ce qu'on fait? Ah bah, nous, à l'Usignan, nous travaillons presque exclusivement là-dessus. Hein. Donc, l'Usignan est la grande unité de l'INRA qui travaille sur les plantes fourragères, sur la luzerne, sur le dactyle, le fétuc, le régras. Il y a eu une création variétale relativement importante. Il y a des réseaux d'essais pour l'inscription au catalogue. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, ce qui manque certainement, ce sont des réseaux d'observation in situ dans les régions pour regarder vraiment les adaptations, je dirais, chez l'agriculteur. Parce que, vous savez, je ne crois pas beaucoup à des réseaux d'essais, des petites parcelles qu'on coupe à la moto faucheuse, ça ne veut rien dire. Ça, non, c'est en situation de pâturage, en situation de fauche, en situation d'essai, bon, d'avoir un certain nombre d'observations. Alors ça, l'INRA ne le fait pas parce que l'INRA n'a pas la possibilité de couvrir toute la France et de faire ce travail de terrain. Et je pense que... Alors, j'ai entendu parler d'une organisation, mais qui est peut-être plutôt en Béarn, mais qui doit également... ils sont venus nous trouver et ils veulent faire notamment de la sélection la sélection paysanne de plantes fourragères. C'est d'aller ramasser des écotypes, d'aller voir. Bon, là, ça serait intéressant. Je donnerai à M. Rézaret les coordonnées de ces gens-là. Et j'aurai entre le Béarn et, enfin, disons, surtout les contreforts des Pyrénées, je pense qu'il peut y avoir à peu près la même pratique. Je pense qu'ici, la reine des plantes, c'est quand même le dactyle. Le dactyle qui doit certainement, bon, qui me paraît bien adapté, a priori, comme espèce. Je crois que faire des mélanges dactyle-luzerne serait peut-être très intéressant. On peut pâturer de la luzerne en mélange. Hein.
a aucun problème. Ensuite, le trèfle blanc doit quand même bien venir dans vos conditions. Moi, il me semble qu'il faut, là, il faut du travail de terrain auprès des agriculteurs. Hein. C'est du travail d'observation qu'on ne peut pas faire à distance. Vous voyez, moi, ce que je vous dirais, ce qui se passe à Lusignan, dans des conditions beaucoup plus séchantes qu'ici, n'a aucun intérêt pour vous, hein, a priori. Et je crois que c'est du travail d'observation in situ, sur des réseaux d'observation, où on enregistre bien les pratiques de l'agriculteur sur un certain nombre de parcelles, et on regarde l'évolution de la végétation, quelles sont... Et moi, je vous encourage, de toute façon, à faire des mélanges. Vous savez, des mélanges d'espèces, dactyle régras, mais plutôt du régras pérenne, hein, du dactyle fétuque, ou essayer du brome, par exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé chez vous. Bon, il y a des essais à faire, mais surtout des observations in situ, et des essais sur un agriculteur qui pourrait faire quelques bandes, qu'on puisse aller voir, mais pas des petites parcelles. Vous savez, en petites parcelles, on ne voit pas la réalité des choses. Donc, puisque vous me dites que les mélanges font la richesse, donc moi je voudrais parler un peu du maïs, puisque c'est le procès du maïs aujourd'hui quand même ici. Et bon, c'est statistique et tout ça, c'est à partir d'un maïs d'une lignée, un hybride standard, qui mesure de temps pour pousser sans doute. Et donc ici il y a quelques paysans aussi qui se sont penchés sur un maïs de population, donc de plusieurs variétés de divers pays, même des pays assez simples, l'Égypte et tout ça. Et donc ces populations ont été semées dans 4 ou 5 villages ici sur le Pays Basque, dans le Béarn aussi. Et donc c'est le maïs qui pour l'instant, enfin on a juste vu un peu cette année, pour l'instant, semble tenir un peu mieux la sécheresse que le maïs consommation. Il faut souligner qu'ici il n'est pas irrigué, consommation n'est pas irriguée en Pays Basque. Et donc est-ce qu'il suffit de faire une comparaison avec juste une variété dite standard de l'INRA ou imposée par les Américains ou par les vendeurs de semences? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que vous avez des données sur d'autres types de maïs, même si les essais actuels sont des petits essais que bon, ils obtiennent les plateformes en Bourgogne, qui travaillent là-dessus. Les maïs, ils sont certes peut-être un peu moins, ils font un peu moins de tecto, mais ils ont un taux de protéines ou un taux de farine plus intéressant peut-être. Donc est-ce qu'il y a pas cette voie aussi à chercher? Alors, bon, des maïs population, bon, vous connaissez le problème chez le maïs. Le maïs, son potentiel de rendement, il est obtenu par la vigueur hybride. Bon, ça c'est de la génétique. Hein. Dès que vous avez de l'autofécondation sur le maïs, vous perdez une grosse partie de la vigueur. Donc en prenant des maïs population, vous risquez de perdre une grosse partie de la vigueur. Bon, mais moi, on a le droit. Enfin, si on ne vise pas un rendement potentiel maximal, c'est pas idiot. Hein, mais il faut savoir, vous n'aurez jamais un rendement de maïs avec un maïs population aussi important que vous l'aurez avec un maïs hybride, puisque vous perdez la vigueur hybride qui est la définition même. Bon. Alors, moi, je n'ai pas du tout d'expérience, et là, il faudrait interroger des collègues généticiens sur les performances qualitatives que vous pouvez avoir avec des maïs population. Il est possible que dans des maïs population, vous retrouviez certaines propriétés qualitatives du maïs. Ce que je veux vous dire, ce que je puis vous assurer, c'est que vous n'obtiendrez pas avec ce maïs plus de tolérance à la sécheresse. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de plante miracle. Il n'y aura pas de miracle. Vous n'aurez pas la tolérance du sorgho. Ça, c'est clair. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans un certain type d'agriculture, avec certains objectifs de production, vous n'ayez pas intérêt
à ne pas utiliser les maïs hybrides et à utiliser des maïs population. Je dirais, il faut faire attention parce que la chute de rendement, hein, la perte de vigueur hybride vous occasionne quand même une chute qui peut aller à 20 à 30% de rendement. Mais si vous êtes en conditions sèches, ce n'est pas la peine de rechercher le rendement maximum. Hein, et donc vous pouvez avoir raison de cultiver un maïs population. Je n'ai pas plus de compétences que ça, je ne suis pas généticien, je ne peux pas vous apporter d'éléments chiffrés. Hein, je vous donne un peu mon sentiment. Voilà la réponse que je peux vous donner. Moi j'ai une question, monsieur le maire. Vous faites partie d'un petit comité d'experts qui a remis un rapport tout récemment au ministère de l'Agriculture. Donc vous avez des consignes qu'on n'a pas trop parlé ou divulgué les résultats. Mais vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Oui, il y a des éléments que j'ai mis là qui sont dans le rapport. Hein, donc vous avez la primeur. Disons que ce rapport a été commandité par le ministère de l'Agriculture à l'INRA comme une expertise scientifique. C'est-à-dire que les experts INRA et d'autres experts de l'université, du CNRS, du CNRF, se sont réunis, ont fait l'état des connaissances sur l'adaptation des connaissances internationales, mondiales, hein, en prenant toute la bibliographie internationale, sur l'adaptation de l'agriculture à la sécheresse, sur tous les aspects, au niveau biologie végétale, au niveau système de culture, au niveau économique, au niveau de tout. Bon, donc c'est un rapport qui va faire 700 pages, quelque chose comme ça, donc je vous en souhaite bonne lecture. Mais il y a un document de 70 pages, il y a une réduction au 10e, hein, un document de 70 pages qui sera plus lisible, qui a été remis au ministère de l'Agriculture et dont nous devons discuter la semaine prochaine à Paris pour voir si le ministère de l'Agriculture... Bon, et je dirais, avant, il n'est pas diffusable avant, mais je peux vous donner quand même les grandes lignes. Il n'y a rien de secret, ce n'est pas un secret d'État. Disons que nous nous sommes positionnés délibérément dans agriculture face à la sécheresse. C'est-à-dire que pour nous, s'il y a de l'irrigation, il n'y a plus de sécheresse. Et c'est très facile de faire de l'agriculture irriguée, là on a toutes les connaissances pour la faire. Je ne dis pas qu'il n'y a plus besoin de recherche, mais je dirais que toutes les connaissances sont là, et il n'y a plus qu'à ouvrir les robinets pour faire cette agriculture. Or, nous savons, et vous le savez, et ça nous a été dit, que la sécheresse va augmenter, que les ressources en eau, il y aura de plus en plus de conflits autour des ressources, de la ressource en eau, et qu'on ne peut pas imaginer que l'agriculture résolve les problèmes de sécheresse comme elle l'a fait depuis 20 ans, en disant il suffit d'acheter des tuyaux et de mettre de l'eau dedans. Ce n'est plus durable, ce n'est plus envisageable, ce n'est plus raisonnable. Même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus irriguer. C'est-à-dire qu'il faut irriguer là où c'est vraiment important, et là où c'est vraiment nécessaire, et là où on peut irriguer. Mais qu'il n'y a qu'une grande partie de l'agriculture, 90% de l'agriculture est non irriguée en France. Et elle subit la sécheresse. Donc on s'est placé directement dans une situation de comment faire face à une ressource en eau de plus en plus difficile à acquérir. C'est, à notre avis, la seule attitude raisonnable pour l'avenir. Donc, tout ce que je vous ai donné là, les tendances là, elles se retrouvent au niveau national. Je les ai adaptées un petit peu à la question qui m'était posée quand on m'a invité à venir ici. Mais la plupart des tableaux que vous avez là sont dans... Donc ça veut dire qu'il faut modifier les systèmes de culture, c'est-à-dire adapter ces systèmes de culture. Et le maître mot, c'est il n'y a pas de système tout fait. C'est-à-dire chaque situation, chaque micro-région, vous avez des ressources en eau qui ne sont pas les mêmes que dans la région voisine,
vous avez des conditions climatiques, des types de sols, et il n'y a pas de système tout fait. Les grandes options au niveau des systèmes de culture qui sont, alors bien entendu, elles sont beaucoup plus détaillées, elles sont beaucoup plus argumentées que je ne l'ai fait là, mais grosso modo, vous avez l'essentiel, c'est-à-dire, vous verrez le plaidoyer que l'on fait pour le sorgho. C'est un problème. Moi, ça fait 15 ans que, vous avez vu quand est-ce que j'ai publié mes trucs sur le sorgho, c'était en 96, c'était des essais que j'ai fait en 90, ça fait 15 ans que je dis aux gens de la région Poitou-Charentes, faites du sorgho là où vous ne pouvez pas irriguer le maïs, plutôt que faire des maïs qui subissent la sécheresse. Bon, à l'époque, ça faisait rigoler les gens, ils m'ont pris pour un fou. Aujourd'hui, on commence à en faire. Hein, et il y a un problème de filière. C'est pas l'agriculteur à la base, il est prêt. Il y a un problème de filière. Bon, ben, les filières d'alimentation du bétail, elles ont un produit, le maïs, ben, ils ont un produit, il vaut mieux, vous savez, pour une filière, quand vous avez une seule source de produit, hein, vous avez le maïs d'un côté, les tourteaux de soja de l'autre, c'est simple à faire les formulations de tous les bétails. Quand on veut dire, ah oui, mais il faudra mettre, il y a un peu de sorgho qu'il faudrait mettre, il y a tout ça. Oh là là, c'est trop compliqué, foutez-moi la paix avec ça. Moi, j'ai mon maïs, j'ouvre la trappe, je calcule, l'ordinateur calcule et c'est fini. Donc, il y a tout un travail auprès des filières, auprès des coopératives. Bon, il y a un lobby maïs en France qui est connu. On est dans une salle, bon, très bien, on est hébergé, et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais pourquoi il ne serait pas également un lobby sorgho? Ils ne sont pas mariés avec une espèce végétale. S'il y a deux espèces qui peuvent, complémentaires, qui peuvent rendre le même service, autant les utiliser en complément l'une de l'autre. Voilà un élément fort de l'expertise que l'on a fait. C'est-à-dire qu'il faut que les filières prennent en compte le problème sécheresse. Hein, et que ce ne soit pas les filières qui imposent à l'agriculture, on ne veut que du maïs, et en dehors du maïs, point de salut. Alors, dans ce rapport, il y a bien d'autres choses que ce que j'ai dit là. Il y a des choses sur la gestion de l'eau, sur les manières de gérer l'eau en commun, sur la tarification de l'eau, sur tous les outils qui sont mis en place, hein, des analyses sociopolitiques et économiques qui ne sont pas de mon ressort, mais je dirais la partie agronomique, hein, elle est essentiellement centrée sur les parties que je vous ai présentées. Moi je pense que si ça, le diaporama qui est là avec les tableaux peut vous être communiqué, vous pouvez les diffuser puisque ça va et vous pouvez avoir ces chiffres. Hein. Bon, mais j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit là. Est-ce que vous avez fait des comparaisons sur la qualité énergétique des différentes possibilités, des différents produits que vous avez donnés? Qualité énergétique vis-à-vis de... Pour produire, par exemple... Ah non, de bilan énergétique. Bilan énergétique. Non, c'est pas encore fait. Ça, c'est pas encore fait. On a un projet en ce moment, un travail qui est fait où on va faire des comparaisons entre maïs et sorgho. Alors, on sait déjà un certain nombre de choses. Vous savez, il y a entre la filière maïs et la filière sorgho, il y a un grand nombre de choses qui sont équivalentes au niveau énergie. Bon, un des gros postes, je pense, c'est si vous êtes obligé de mettre 200 kg d'azote sur un maïs et d'en mettre, disons, que 60 ou même 90 sur un sorgho, vous savez que le premier poste énergétique de l'agriculture, c'est les engrais azotés. Avant l'énergie pour la traction, hein. C'est les engrais azotés. Donc déjà, le sorgho, il va gagner là. Bon, aujourd'hui, le sorgho, il y a quelques problèmes sur le désherbage, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas encore homologués sur sorgho. Et c'est là, c'est pareil, c'est un problème de lobbying. Tant qu'il n'y aura pas un lobby sorgho qui demandera les homologations de produits sur sorgho, ben, le sorgho sera traité comme une culture secondaire où on dira ah, ben, il n'y a pas assez d'hectares en France pour qu'on homologue les produits et tout ça. Bon, ben, mais le sorgho, il va apparaître forcément, si on confirme ces économies d'azote, il va forcément apparaître
dans le bilan énergétique. Alors on a vu qu'au niveau production d'énergie, pour les animaux, hein, les valeurs UF sont quasiment équivalentes. Non, la grosse différence entre maïs et sorgho, ça sera la différence des 100 kg d'azote en plus ou en moins que vous mettrez sur votre culture. Ça va peser lourd. Pour illustrer vos propos, 1 kg d'azote, il faut 1,5 tonnes de fuel. Oui. 1,5 fois plus de fuel. Et aussi, notre élément, c'est sur l'agro qui est intervenu la semaine dernière au colloque à Niort sur l'agriculture et les ressources naturelles, qui indiquait des reliquats d'azote après chaque type de culture, oui. c'est donc des données nationales. Oui. Reliquats azote culture de maïs, on était entre 85 et 90 kg hectare. Oui. Les reliquats azote sorgho, c'était 42 kg hectare, donc 2 fois moins. Ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte dans la problématique de la qualité de l'eau. Oui. Alors moi, un des rôles de l'INRA, c'est ce qui a d'ailleurs été dit en introduction, c'est de fournir des arguments aux décideurs. Bon, on a parlé, peut-être votre président va vous en reparler, de l'éco-conditionnalité. Moi je dis, mais il faut qu'on donne des arguments chiffrés pour que certaines pratiques et certaines cultures aient droit à des aides spécifiques en termes d'éco-conditionnalité. Je considère que la luzerne devrait bénéficier d'encouragement en disant, voilà, le sorgho pourrait bénéficier d'un encouragement au titre du fait qu'il réduit les pollutions azotées et que le remplacement d'un hectare de maïs par un hectare de sorgho dans certaines conditions permettrait d'alléger la pression de nitrate vis-à-vis du milieu, et donc ça serait tout à fait normal qu'on compense un peu le manque à gagner, parce qu'effectivement, le sorgho, certaines années, il produira moins que le maïs, et voilà. Et ça me paraît important que l'INRA produise ces références chiffrées sur l'environnement, de manière à ce que les organisations professionnelles puissent discuter avec l'État, avec les organes du gouvernement, avec des chiffres incontestables, qui puissent dire, bon, il nous paraît important, plutôt que de mettre une prime à l'irrigation du maïs, de mettre une prime à son remplacement par du sorgho, dans certaines conditions, bien entendu. Le problème, encore une fois, n'est pas de jeter la pierre au maïs. Le maïs, il a encore un bel avenir devant lui. Le problème est de dire, dans certaines circonstances, il n'est plus justifié de vouloir maintenir le maïs à tout prix. Et s'il y a une culture qui peut le remplacer, qui peut donner le même produit dans la filière, pourquoi s'en priver ?